Bonjour à tous, bienvenue sur Fait Main, le podcast de la communauté Do It Yourself qui part à la rencontre des entrepreneurs créatifs. Je suis Mélanie, la créatrice de ce podcast et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Depuis 1 an et demi, je reçois à mon micro des créatrices et des créateurs qui travaillent le papier, le tissu ou le fil, qui créent des DIY. J'ai reçu également des illustratrices, des aquarellistes, et à chaque fois c'est passionnant et très inspirant d'entendre ces artistes nous parler de leur passion dont ils ont fait leur métier. Aujourd'hui, je reçois non pas une créatrice, mais une marketeuse, comme moi, qui a créé il y a un peu plus de 2 ans le podcast Les Équilibristes, Sandra Fiodo. Dans son podcast, Sandra explore les manières dont nos ambitions professionnelles et nos ambitions personnelles peuvent cohabiter. Avec ses invités, elle cherche à savoir comment on peut arriver à tout conjuguer, ou du moins arriver à trouver cet équilibre si précieux et si difficile à trouver parfois. J'ai voulu inviter Sandra ici pour plusieurs raisons. D'abord car j'aime beaucoup son podcast, son ton, sa bienveillance et sa passion pour les sujets qu'elle traite. Mais aussi car je me suis dit que ses paroles résonneraient en vous. Souvent, on veut beaucoup en faire, voire trop, pour arriver à tout caser dans nos journées, dans nos semaines, dans nos mois, et on porte souvent une grosse partie de cette charge mentale dont on parle beaucoup, qu'on ait des enfants ou pas, qu'on ait une activité salariée ou qu'on travaille à la maison, et par là j'entends qu'on soit parent au foyer ou indépendant, car à ça se rajoute notre passion pour le do-it-yourself, qui peut parfois se révéler débordante. Si, je sais que vous voyez de quoi je veux parler. Avec Sandra, on a parlé de stress, de burn-out, de chasse aux injonctions et de souffrance au travail, mais on a aussi parlé de choses plus joyeuses, la recherche du bien-être, d'expérimentation, du plaisir qu'on trouve dans le fait main et dans les choses simples. Prenez un bon thé ou une tisane, un café ça marche aussi, et ça sera parfait pour accompagner ce moment d'échange avec Sandra. Bonne écoute! Bonjour Sandra, je suis très très contente de te recevoir dans mon propre podcast, toi qui es aussi podcasteuse. Merci Mélanie, je suis très contente d'être invitée, je te remercie. Bon alors donc, pour celles qui ne te connaîtraient pas, alors que j'ai déjà fait 15 fois de la pub pour ton podcast, Oui, donc j'espère que vous clair. connaissez Sandra. Sandra, tu es donc l'hôte de Les Équilibristes, qui est un podcast. Alors, comment bien dire, qui nous permet de réfléchir à l'équilibre entre toutes les facettes de notre vie et comment on peut essayer de tout explorer, d'avoir tout. Enfin bon, c'est des sujets qu'on va un petit peu détailler. Voilà. Et puis tu es aussi la maman de 2 petits-enfants. Et alors, pour une fois, je fais la présentation, alors que j'aime pas trop ça parce que je trouve ça un peu casse-gueule, mais j'ai l'impression de te connaître super bien. Bah oui. Et puis, depuis le début de l'année 2021, tu es à ton compte 100% sur les équilibristes et ton projet, ton entreprise qui s'appelle Conscious Cultures. Alors, je le dis moins bien que toi. Non, mais c'est trop bien, c'est exactement ça. Peut-être tu peux nous faire une petite présentation de ce que j'ai pas dit, typiquement qu'on a en commun cette passion, ce goût pour le marketing. Ouais. Voilà, tu viens de là aussi. Oui, je viens de là. Oui, je viens de là et c'est un métier que j'adore et qui finalement infuse dans ce que je fais aujourd'hui parce que le marketing, ce n'est rien d'autre que faire se coïncider, se rencontrer une offre et une demande, un besoin et une solution. Et c'est un métier que j'ai adoré exercer parce qu'on est au cœur du réacteur de l'entreprise et surtout on travaille avec tout le monde. C'est ça que j'aimais bien, avec tous les départements et on peut pas faire du bon marketing si on comprend pas les enjeux des gens qui sont au packaging, du juridique, des commerciaux. Enfin voilà, il faut être en lien avec tout le monde et comprendre tout le monde et c'est ça que j'aimais bien dans ce métier-là. Ouais. Et c'est un peu ce que je fais aussi dans Conscious Cultures aussi maintenant, qui est une société qui accompagne les entreprises à mieux comprendre et mieux tenir compte des aspirations réelles des salariés, c'est-à-dire tout ce dont les gens ont besoin aujourd'hui pour bien travailler, ce qui a beaucoup changé ces dernières dizaines d'années, où tout le monde, en général dans les familles, dans une famille un modèle très traditionnel qui n'est pas forcément du tout le cas de tout le monde, mais où les 2 parents travaillent à temps plein et où la vie s'organise beaucoup autour du travail, de permettre aux salariés d'avoir
de tenir compte du reste de leur vie et de pas faire comme si le reste de la vie n'existait pas. Et donc ça passe par de la flexibilité, ça passe surtout par comprendre beaucoup qui ils sont et de quoi ils ont besoin. Et donc surtout pas des choses toutes faites ou clés en main, mais plutôt une compréhension fine de ce dont ils ont besoin. Donc c'est aussi un peu une forme de marketing si on y réfléchit bien. Oui, c'est pas faux. Et parce que justement, hier, j'ai écouté le dernier épisode que tu as publié avec Franck Vogel, et tu disais justement il y a le bon marketing et il y a l'autre, quoi. Comme les chasseurs, ouais. Exactement. Et donc voilà, donc pour toi, le bon marketing, c'est simplement, c'est ce que tu disais, quoi. C'est sans faire d'entourloupe, sans essayer d'avoir d'une manière ou d'une autre le client. Et pour moi, je partais la même chose. En fait, à un moment donné, le marketing, c'était un peu c'était quasiment un gros mot, quoi. Ouais. C'est un peu ça. Donc, il faut vraiment casser Oui, tout à fait. cette vision-là, cette approche-là. C'est pas du tout ça, le marketing. C'est pas du tout ça. Non, le marketing, enfin, et puis souvent, les gens font du marketing sans s'en rendre compte, en fait. Ah ouais. Donc il faut casser l'image autour de ce mot où on y associe des caricatures de marketing direct, du phoning ou de la com très agressive, très promotionnelle et tout ça, alors que c'est pas du tout ça. Le marketing, c'est la stratégie d'entreprise, en fait. C'est à qui on s'adresse et comment on s'adresse à ces personnes-là. Voilà, et puis on peut être un peu subtil, quoi, et un peu malin, quoi. Voilà. Oui. Ouais. Alors, quand j'ai commencé à te présenter, je me suis mordu la langue pour pas présenter ton podcast en disant que tu traites des sujets d'équilibre vie pro, vie perso. Donc, je veux bien que tu développes un petit peu, puis peut-être aussi que tu parles justement de la tribune sur Welcome to the Jungle, où tu parlais en fait du fait qu'il y a simplement une vie intime et une vie publique, et qu'il faut arrêter avec cette ambivalence à deux balles, quoi. Oui. Alors déjà, pardon de t'avoir traumatisé, que tu puisses plus parler facilement du podcast. J'ai rien contre l'expression équilibre vie pro vie perso en soi. C'est juste que j'ai l'impression qu'on y associe des trucs. Tu sais, c'est comme toutes ces formules qu'on entend qui sont un petit peu toutes faites, oui, et qu'on Ouais, c'est ça. Et que du coup, on y associe quelque chose de trop simple par rapport à la complexité de la question. Parce que, en fait, et c'est exactement ce que je développe dans la tribune, donc, que j'ai écrite et qui est parue dans Welcome to the Jungle, et qui, dans laquelle je dis, en fait, cette notion d'équilibre, souvent, on la conçoit assez mal, on a l'impression de quelque chose de figé. Tu vois, j'avais une discussion avec Mercedes Serra, que j'ai interviewée dans le podcast, et qui me disait, mais moi j'aime pas les choses équilibrées, j'aime bien quand ça bouge, quand ça vit, et elle a absolument raison, et parce qu'en fait on a cette idée que l'équilibre c'est un truc figé, tu sais, où on a l'image de la balance avec des choses égales des deux côtés, alors que c'est pas ça. Enfin, c'est pas comme ça en tout cas que je l'entends. L'équilibre pour moi c'est plus une succession de déséquilibres, et comment on avance et comment on fait avec tous les paramètres qui se présentent, et c'est cette définition que m'avait donnée une prof de danse qui était de dire l'équilibre c'est pas un état, c'est une recherche, et j'aime bien cette idée de mouvement permanent. Donc ça c'était la première chose sur l'équilibre. Et ensuite c'était sur le côté vie pro vie perso, parce que ce qu'on voit c'est que en fait, et puis l'année passée n'a fait que le décupler, c'est que c'est très difficile de mettre une barrière très nette entre le pro et le perso. Et la tribune parfois a été mal interprétée, et c'est intéressant de voir comment c'est lu un peu rapidement, mais en fait, il s'agit pas de dire on ramène du boulot le soir à la maison et c'est très bien, ou je raconte toute ma vie au bureau et c'est très bien. C'est pas ça. La question c'est comment est-ce qu'on fait que dans le pro, on tienne davantage compte du perso, parce que la façon dont le travail a été conçu et se passe aujourd'hui, on fait comme si les gens n'avaient pas de vie en dehors. Et on fait comme si, je sais pas, on a un enfant malade et on arrive au bureau, la journée, on a forcément la tête à son enfant malade, on y pense. On n'est pas hermétique comme ça. Pareil, le soir, tu vois, je discutais encore ce matin avec une cliente, une DRH, qui me disait, hier j'ai eu une journée très chargée, je mentirais si je disais que j'ai posé ça sur ses soucis sur le paillasson en rentrant dans ma maison. Forcément, j'y ai pensé le soir. Donc on n'est pas hermétique. Je prenais l'image de la boîte à bento pour dire on n'a pas la vie pro dans une petite case, la vie perso dans une autre. Puis en plus, la vie perso, c'est quoi? C'est la famille, c'est les amis, c'est la vie sociale, enfin c'est quoi? Et du coup, je me dis, mais une fois qu'on a dit que vie pro, vie perso, c'est pas très satisfaisant, on n'a pas fait avancer grand-chose, parce qu'on sait qu'il y a quand même besoin de limites.
Et je me disais, en fait, l'angle plus intéressant pour penser ces sujets-là, c'est de penser plutôt intime et public. Parce qu'il y a des choses très perso qu'on a tout intérêt à partager dans le pro. On a un parent malade, on a eu, je sais pas, un dégât des eaux chez soi qui a vraiment ruiné l'appart, enfin, des choses qui sont de l'ordre du perso, mais qui ont forcément un impact dans le pro, qui demandent un ajustement, que ce soit temporaire, je dois m'absenter pour gérer l'expert, ou je vais demander à avoir un temps partiel pendant un certain temps pour accompagner mon parent malade, ou voilà, enfin, on a besoin de pouvoir partager ça dans la sphère pro, et on a besoin aussi de pouvoir mettre la limite sur ce qu'on souhaite partager et ne pas rentrer dans trop de détails intimes, mais de donner de la matière qui est de l'ordre du perso, mais du perso public, du perso partageable. Voilà, d'où cette tribune-là qui était un peu un cri du cœur aussi, tu vois, et puis le fondement de toutes mes actions avec mon entreprise et puis aussi avec les équilibristes. Ouais. Et ça s'adapte qu'on soit une femme ou un homme, en fait. Absolument. C'est une question d'être humain. C'est une question d'être humain. Et d'ailleurs, c'est chouette parce que je vois que tous les jours, j'ai des réactions et elle continue d'être partagée. Ça fait presque un mois qu'elle a été publiée et tous les jours, il y a des gens qui la repartagent et tout. Et ça me fait plaisir de voir à quel point elle trouve un écho, à quel point les gens se sentent concernés, et aussi bien des hommes, des patrons, que des femmes, enfin, tout le monde, quoi. C'est une question d'humain. Ouais. Non, c'est chouette. Et alors, pourquoi on parle aujourd'hui? C'est parce que dans nos quotidiens très occupés, ça me semblait intéressant justement d'échanger sur cet équilibre qu'on essaye toutes et tous de trouver dans notre vie. En anglais, c'est work-life balance. Donc c'est essayer de trouver le juste milieu et mettre le curseur au bon endroit. Et comme tu dis, que parfois c'est beaucoup boulot et puis des fois c'est un peu plus perso, etc. Mais que tout ça s'équilibre au final. Et parce que parmi mes auditrices et auditeurs, évidemment, il y a plein de personnes qui sont salariées ou qui sont entrepreneuses, qui sont à leur compte et qui ont parfois, sans doute, mais comme tout le monde, des difficultés à tout faire en fait. Donc c'est pour ça que les sujets que tu abordes dans ton podcast, les équilibristes, je trouve ça parle à tout le monde en fait. Dès lors que on a une vie bien remplie, et j'ai envie de dire qu'on soit salarié ou qu'on soit à la maison. Et quand je dis à la maison, c'est soit qu'on est indépendant à la maison et donc sous-entendu, on a beaucoup de choses à gérer parce qu'on est à la maison. Ou alors parce que on est maman ou papa au foyer. Ouais, donc, tout à fait. Voilà, toutes les facettes de nos vies, elles sont donc parfois assez complexes et on veut y faire rentrer tout en fait. Ouais. Il y avait cette expression que tu questionnes souvent, qui est en anglais having it all. Je le dis moins bien que toi. Hein. Oui, cette expression, ouais, qui est à la fois qui a été l'expression de l'émancipation des femmes, de dire ok, vous pouvez aspirer à autre chose que aspirer, justement. C'était pas un jeu de mots prévu, mais voilà. Vous pouvez aspirer à autre chose que juste être, je dis ça sans condescendance. Vraiment, ce qui me tient à cœur aussi dans le podcast, c'est d'être dans le non-jugement, parce que tous les choix sont bons pourvu qu'ils soient embrassés et choisis et assumés. Mais voilà, ça a été dans les années 60 de dire, mesdames, vous pouvez avoir envie d'avoir une carrière, d'aller travailler en dehors de la maison, et c'est d'accord, et voilà, et allez-y. L'expression, elle est née là, de to have it all, c'était ça. Et elle est devenue enfermante parce que s'y sont greffées tout un tas d'injonctions sur les exigences autour de ce qu'est être une bonne mère. Là, je parle côté féminin parce que ça pèse plus sur les femmes, ce sujet-là, que sur les hommes, mais autour de ce qu'est être une bonne mère, et en même temps de se conformer à ce qu'est la notion, pardon, je fais beaucoup d'anglicisme, mais parce que je lis beaucoup de choses, je me documente beaucoup aux États-Unis parce que ces sujets-là sont très abordés, mais il y a une notion de ideal worker, tu vois, le travailleur idéal, qui est celui qui est constamment disponible, dévoué à son entreprise, et dont la vie en dehors de l'entreprise existe, mais n'est pas un sujet en fait. Tu vois, est totalement transparente. Et forcément, les journées faisant 24 heures pour tous les êtres humains, si on essaye de se conformer à toutes les exigences sans les questionner,
c'est sûr que ça marche pas, c'est sûr que ça pète et c'est sûr que qu'on n'est pas bien. Et donc derrière ce having it all, il y a toute une déconstruction et une reconstruction de qu'est-ce qui a du sens pour moi, de quoi j'ai envie et besoin à tel moment de ma vie, parce que l'équilibre par définition il est fluctuant. Et ça peut être à l'échelle d'une journée comme à l'échelle d'années, tu vois. Et c'est prendre l'habitude de se poser cette question-là, qui est pas une question qu'on se pose. On suit les choses, on fait les choses parce qu'elles se présentent, parce que on a intégré des attentes, parce que y a des opportunités. Et on prend rarement le temps de se poser la question de dire, ok, en ce moment de ma vie, de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui ferait que ce serait... Où est-ce que je peux me donner du mou? Tu vois, j'ai l'obsession de cette expression, donner du mou. Où est-ce qu'on peut donner du mou? Parce que ce qu'on voit, c'est une fatigue généralisée. Tu vois, c'est Maëlys dans l'épisode... Maëlys, la fiancée du panda, qui a le compte Instagram La fiancée du panda, qui parlait d'épidémie de burn-out. Quand elle a mis ce mot dessus, je me suis dit, mais en fait, elle a raison, quoi. C'est une épidémie. Et c'est pas un sujet individuel, c'est un sujet de collectif. Donc, oui, de société, ouais. Ouais, de société. Et alors, justement, toi, sur les différents échanges que tu as pu avoir dans le podcast ou en dehors, est-ce que tu sais comment on reconnaît un peu les signes du burn-out, comment on le gère, entre guillemets, comment on fait pour gérer ça? Alors, ouais, je suis pas une experte du sujet, mais en revanche, on en a pas mal parlé. Et en fait, je me rends compte à quel point c'est un sujet qui revient. Et tu vois, l'épisode avec Marion Roucheux, qui est la cofondatrice des Louves, le super média pour mère. Marion, on a fait un épisode dédié à son burn-out maternel où elle en parle avec énormément de courage et de transparence. Donc, ouais, c'est super cet épisode. Voilà, il est bien, ouais. Il a été très écouté parce que je pense que c'est une réalité que vivent beaucoup de femmes et autour de laquelle il y a encore beaucoup de tabous et de honte parce que, en plus, le burn-out maternel où on a l'impression de pas se conformer à ce que doit être une mère. C'est encore plus difficile, je pense. Mais les signes, pour répondre à ta question, je pense que les signes, Marion en parle beaucoup dans l'épisode, mais je dirais que quand on est constamment fatigué, mais constamment, tu vois, déjà il y a un truc qui va pas. Quand on se sent épuisé dès le matin, quand on se sent extrêmement irritable, quand on trouve plus de plaisir dans les choses qui nous faisaient plaisir avant, quand on n'arrive plus à se dégager, tu vois, du temps pour faire des choses qui nous nourrissent. Ça, c'est des signes d'alerte, vraiment. Voilà, c'est des choses auxquelles il faut vraiment prêter attention. Et parfois, c'est l'entourage qui dit des choses qu'on a du mal à entendre, mais il faut aussi prêter attention à ce que peuvent dire, bah dis donc, t'as l'air fatigué ou waouh, tu réagis un peu vite en ce moment, est-ce que ça va? Et dans ces cas-là, je pense ne pas hésiter. Alors, c'est pas toujours une démarche simple, clairement, mais je sais que il y a plein de psychologues qui sont disponibles et qui sont très sollicités en ce moment parce que la période est dure. La période est dure. Faut pas le nier, quoi. Moi, je suis beaucoup sollicitée sur ces sujets-là aussi parce que les entreprises prennent conscience à quel point les salariés sont mal. La période est très dure et nous met tous à bout, à l'épreuve. Donc faut demander de l'aide, quoi. Il faut vraiment demander de l'aide dans ces cas-là. Il y a des choses qu'on peut pas résoudre seul, et voilà, donc vraiment demander de l'aide, se faire conseiller sur un ou une psychologue ou psychiatre et aller se faire aider, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment être à l'écoute de son corps et de son entourage. Absolument. Et être à l'écoute, c'est pas du tout quelque chose je dis ça, mais c'est peut-être simple. Ça peut être simple pour certaines personnes, mais pour beaucoup de personnes, ça ne l'est pas parce que on est pris dans des engrenages de quotidien chargés et tout. Et puis en plus, s'écouter, ça a une connotation un peu négative de quelqu'un, tu sais, qui serait un peu auto-centré. Ouais, tout à fait, nombriliste, un peu. Ou qui tient pas la route. Enfin, tu vois, il y a tout un tas de biais autour de cette expression-là. Alors que plus j'avance dans mes explorations avec les équilibristes, et plus je me rends compte que les gens qui sont bien dans leur basket, c'est des gens qui s'écoutent beaucoup. Et qui savent ralentir quand il y a besoin de ralentir, qui ont sacralisé des moments pour eux, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, dans la journée. Et ils sont bien dans leur pompe grâce à ça. Parce qu'ils ont fait de ce temps pour soi une priorité. Et pas une variable d'ajustement. Et ça, c'est le truc des mères. Toutes les études montrent que quand on devient maman, le temps pour soi, c'est le truc qui passe en dernier. On veut s'occuper de tout le monde avant.
Et éventuellement, s'il reste quelques miettes, on les prend pour soi. Mais ça doit être le point de départ, quoi. Ouais. Et alors, tu vois, là, on est plutôt dans une communauté justement de personnes qui apprécient faire des choses avec leurs mains. Oui. Et j'ai le sentiment quand même qu'on partage tous ça, que justement ce temps qu'on prend pour créer avec nos mains, que ce Ouais. soit donc du tricot par exemple pour toi, je crois que tu tricotes, Ouais. de la couture pour moi, de la carterie, de la peinture, etc. Tout ça, en fait, ça contribue justement à prendre ce temps pour soi Oui. et à s'évader. Tu vois, il y a un côté un Ouais. peu art-thérapie. Alors, c'est un peu too much à mon avis parce que c'est pas forcément à ce point-là. Mais il faut peut-être creuser de ce côté-là si on sent qu'on a besoin. Mais en tout cas, il y a un côté assez méditatif quand on est concentré sur ce qu'on fait avec les mains. Absolument. Absolument. Et ça, je crois que c'est une des passions qui protège dans la vie, tu sais, parce que non seulement on a le plaisir de faire, on a le plaisir de souvent en plus, enfin on fait pour soi, mais aussi on fait aussi pour les autres, on a ce plaisir d'offrir. Et en fait, tu sais, c'est drôle que, enfin, effectivement, c'est génial que tu aies cette communauté de gens qui aiment faire. Et je lisais encore il y a pas longtemps là un article d'une spécialiste en psychologie positive américaine que j'apprécie beaucoup et qui parlait en fait de, tu sais, la période en ce moment, on a des vies très hachées. Très interrompues tout le temps, c'était le thème de ma newsletter de la semaine, mais où on peut pas aller au bout d'un truc, souvent on est interrompu, on switch, on machin, et en fait le fait de faire des choses avec ses mains, ça permet d'être dans un état de flow, au sens de ce psychologue tchèque dont je n'arrive jamais à prononcer le nom, mais qui a défini ce que c'était que l'état de flow, et c'est un état dans lequel on voit pas le temps passer, on est concentré sur une tâche qui est suffisamment difficile pour requérir de la concentration, mais suffisamment plaisante pour qu'on se sente bien. Et ça a des effets démontrés sur le bien-être et sur même sur le bonheur en fait. Et donc c'est pour ça que je parlais de protection. Je pense que c'est des passions qui protègent. Ça crée une bulle dans des moments difficiles qu'on vit en ce moment. Et c'est rigolo que tu vois, la semaine dernière là, je me suis pris des temps pour tricoter. Je me suis assise contre mon radiateur pour être au chaud. Je tricotais avec un audio-livre en même temps. Et qu'est-ce que j'étais bien. C'est clair. Mais donc ça veut dire qu'on peut aussi arrêter un peu de culpabiliser. Tu sais, bon, il y a la fameuse culpabilité maternelle où dès que tu prends un peu du temps pour faire autre chose que t'occuper de tes enfants ou de la maison ou de ton mari, tu culpabilises. Alors à des degrés plus ou moins, mais c'est un peu pareil pour quand justement on prend du temps pour soi et notamment du temps créatif. Où, comme tu dis, des fois, bon, ça peut être un peu. Alors, c'est pas ce que tu as dit, mais ça peut être un peu envahissant. Peut-être des fois aussi un peu financièrement parce que c'est que ça coûte cher quand même tout ça. Ça peut être envahissant en termes de temps parce qu'on voit plus le temps passer. Mais moi j'en suis assez persuadée, il faut vraiment, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut vraiment pas culpabiliser de prendre ce temps-là en fait, parce que c'est-à-dire que derrière on est normalement une personne plus attentive aux autres aussi derrière parce qu'on a pris ce temps pour soi. Exactement. Et ça, tu sais, c'est comme tu dis, c'est plus facile à dire qu'à faire, et on a souvent, on le sait rationnellement qu'on en a besoin. Enfin, tu vois, on le sait. On a cette image qui est d'ailleurs vachement parlante, mais du masque à oxygène, tu sais, en disant, bah dans les avions, on te dit de mettre ton masque à oxygène sur toi avant de le mettre sur les autres, et c'est exactement la même chose là. Mais je me dis, ben. En fait, plutôt que ce soit une injonction de plus ou un truc, on se dit non mais pour moi c'est pas possible, moi je ne peux vraiment pas et tout. Ben faites le test en fait. Enfin tu vois, fais l'expérimentation. Tu fais une semaine où bah, tu continues comme d'habitude en dépriorisant le temps pour toi, en te disant bah non il y a d'autres choses qui sont plus importantes. Et tu fais le test de faire une semaine où volontairement tu insères des temps pour toi. Et regarde la différence en fait dans la façon dont tu es avec tes enfants, dans la façon dont tu es avec ton entourage, au boulot. Enfin, on la voit la différence. Elle est palpable, elle est mesurable. Et ça, tu vois, pour les gens qui ont vraiment du mal à le faire et de se dire où la culpabilité est trop forte, la culpabilité, elle peut aussi être éteinte par la preuve, tu vois, de faire ce test et de se rendre compte de à quel point on est mieux avec les autres quand on est bien avec soi-même. Ouais, c'est clair. Et puis prendre du temps pour soi, c'est pas forcément toujours très compliqué à mettre en place. Il y a par exemple la technique du doodling, où c'est juste des petits dessins qu'on fait. La reine du doodling, c'est Julie Adore. Je fais un petit coucou. J'ai eu dans l'épisode 33.
ça, c'est hyper facile à faire, parce que ça veut dire globalement, tu peux être dans ton canapé avec un crayon et une feuille de papier, et puis tu fais des petits dessins. Et rien que ça, en fait, de se concentrer sur ce qu'on fait. Ouais. Donc, on peut regarder la télé en même temps, ou écouter un podcast, écouter un livre audio, etc. Mais rien que ça. Oui, rien que ça. Et voilà, et basiquement, c'est juste une feuille et un crayon, quoi. Ouais. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est pas des loisirs créatifs, mais ce que j'aime bien faire, c'est, tu vois, là, en plus, on est très sédentaire en ce moment à travailler chez nous. Le midi, j'aime bien manger et puis après partir faire une balade. Tu vois, me promener une demi-heure en appelant une amie. Et là, tu vois, ça me fait vraiment du bien. Autant je prends l'air, je bouge. Et j'ai quelqu'un que j'aime au téléphone, enfin, ça me remplit, ça me nourrit, tu vois. Et c'est des choses qui sont simples et où tu sens l'effet, tu te sens différente quand tu reviens. Ouais, c'est vrai. Moi, tu me fais rêver en me disant que je Mais pourrais oui, marcher. je sais, mais tu pourras bientôt. Bientôt, oui, Bientôt, je sais. tu pourras. Entre parenthèses, j'ai encore mes béquilles depuis 3 mois. Voilà, ça fait 3 mois demain. Bref. Mais oui, c'est vrai aussi, ça paraît bête aujourd'hui d'avoir à se rappeler que oui, on peut appeler quelqu'un en fait et lui parler pour de vrai au téléphone et pas juste envoyer un message écrit. Ouais, c'est vrai. À chaque fois. Ouais. Et même, tu vois, pendant le deuxième confinement, et ben, même, tu sais, il y a toujours des gens qu'on n'a pas appelés depuis très longtemps, ou tu vois, des anciens collègues que j'appréciais beaucoup. Et ben, je m'étais fait une liste et tous les midis, j'avais mon coup de fil et ça m'a fait tellement plaisir de prendre ce temps que je prenais pas et de rattraper le temps avec ces personnes que j'apprécie. Et, ouais. Ouais, c'est vrai. Donc vraiment le temps pour soi, ça peut être aussi bête que prendre une feuille et un crayon pour dessiner 3 trucs et appeler une amie quoi. Exactement. Et on n'a pas besoin de planifier un spa. Non, Alors, on peut, exactement. c'est bien aussi, mais. Oui, l'espace c'est bien aussi, mais effectivement tu sais, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure. Par exemple, la couture. Moi, je sais que j'ai souvent du mal à m'y mettre parce que il faut sortir la machine, il faut sortir les tissus, il faut et souvent le temps que j'ai tout sorti, ben il y a ma fille qui est dans mes pattes et c'est fini quoi. Donc j'ai même pas commencé. Et en fait, en fait des fois, mais c'est comme le sport où on se dit il me faut 1 heure devant moi. Et en fait, là du coup, tu vois, je me suis abonnée à une plateforme où elle fait des cours, il y a toutes les durées et il y a des durées de 10 minutes, de 20 minutes et j'adore parce que c'est réaliste en fait, parce qu'il y a des jours où tu peux faire 45 minutes mais il y a des jours où le mieux que tu puisses faire c'est 10 minutes et 10 minutes c'est toujours mieux que 0 minutes, que ce soit de la couture, du tricot, du doodling ou du sport. Il vaut mieux 10 minutes faire le tour du pâté de maison que 0 minutes. Et pas dans une optique de performance, parce que c'est toujours le risque aussi, tu sais, de dire, allez, encore un objectif, machin. C'est pas du tout ça. C'est dans une optique de, attends, je m'écoute là, de quoi j'ai besoin? Ah bah ouais, mais 10 minutes de sport, ça va me faire trop de bien, parce que j'ai une grosse journée, ça va me faire du bien et ça sera mieux que 0. Et je vais sentir la différence. Ouais, c'est sûr. Et de se faire un petit bain de soleil aussi, je crois qu'on en a besoin, cette sortie d'hiver là. Alors, donc moi je suis à Grenoble, toi tu es à Bordeaux. Je sais pas si tu as le même temps que nous en ce moment, mais on a des journées magnifiques. Et c'est vrai que rien que de se mettre à la fenêtre ou sur la terrasse 5 minutes la tête au soleil, mais on recharge les batteries, quoi. Oui, t'as raison. Je sais pas si tout le monde est photo météo sensible, mais j'ai l'impression, parce qu'en fait, à chaque fois, c'est un peu les conversations d'ascenseur, mais où finalement, tu commences à discuter avec des gens en disant ça va, il fait beau chez toi, t'as vu, il fait soleil, ça fait du bien. Ah ouais. Ouais, tout à fait. Mais comme quoi, effectivement, même 5 minutes, c'est déjà énorme. Donc voilà, bien s'écouter, prendre du temps pour soi, c'est jamais inutile et on sera meilleur avec les autres en fait. On sera meilleur avec les autres et en plus ça permet de prendre du recul parce que là on parle sur des plages un peu micro, tu sais, à la journée ou à la semaine, mais en fait pour prendre du recul aussi sur soi et où on en est dans sa carrière ou dans ses choix de vie, ben si on s'aménage pas ces espaces de respiration, on peut pas non plus réfléchir correctement et prendre le recul nécessaire pour prendre des décisions. Donc c'est aussi salvateur et clé pour piloter sa vie, quoi, pour être aux manettes et pas subir, en fait. Ouais, c'est important ça. Bon. Est-ce que tu as des astuces ou des petits conseils pour arriver à gérer le stress et est-ce qu'il faut le gérer justement un petit peu comme des fois, tu sais, on dit il faut qu'on gère nos émotions, mais en fait, justement, est-ce que c'est pas le bon terme en fait? Est-ce que tu as des tips sur cette question autour du stress?
Ouais, j'aime bien la distinction que tu fais, la nuance que tu donnes là sur gérer ses émotions et tout. Le stress, tu sais, c'est comme le marketing et les chasseurs, il y a du bon stress et du mauvais stress. Mais le stress, c'est un indicateur, en fait. C'est un indicateur d'un danger réel ou fictif, parce que le cerveau, il est programmé pour identifier les dangers. Et le stress, en fait, c'est beaucoup un rapport au corps, en fait, pour gérer le stress ou atténuer ses effets. Mais je crois aussi que ça passe beaucoup par ça et et ressentir là où il se manifeste, tu vois. Donc il faut Ouais, être à l'écoute physiquement. de son corps. Ouais, physiquement, est-ce que c'est le ventre noué? Est-ce que c'est les épaules tendues? Est-ce que c'est le cœur qui accélère? Est-ce que c'est une sensation de chaleur? Tu vois, il y a plein de façons de le ressentir. Mal dans le dos, enfin, et d'ailleurs souvent les mots sont vachement intéressants sur ce qu'on dit. Tu vois, j'en ai plein le dos, j'en ai ras-le-bol. Enfin, bon, il y a plein de choses. Donc, identifier où il va se loger pour être à l'écoute de ces zones-là dans des moments de stress. Et ensuite, c'est vraiment des pratiques aussi corporelles et de respiration qui permettent de faire avec. Ça s'apprend. Et tu vois, il y a des trucs super, des outils. Tu vois, sur ces sujets-là, on réinvente jamais des choses extraordinaires. Hein. C'est des choses très basiques. Mais la respiration, il y a des applis de cohérence cardiaque, par exemple, qui permettent de respirer. Et pendant 5 minutes, tu vois, où tu inspires sur 5 secondes, tu expires sur 5 secondes, et comme ça, et ça calme le rythme cardiaque et ça calme le stress, donc c'est hyper efficace. Il y a des choses comme ça. Il y a la pratique de la méditation qui est, enfin, c'est fou que cet outil, il est tellement accessible et tellement puissant, c'est assez fou l'effet, le bienfait que ça procure. La pratique, idéalement, elle est régulière, mais c'est pas toujours évident. Faut être réaliste aussi, mais en tout cas, ça, c'est quelque chose qui peut beaucoup, beaucoup aider. Et après, le mouvement, vraiment, enfin, j'ai la chance d'être à mon compte et d'être très flexible sur mes horaires, mais moi, quand je sens que ça boue ou que je suis trop stressée, ou tu sais, tu sens une espèce de saturation. Moi, je vais bouger, je vais faire du sport, je vais courir, et puis je reviens et je suis en forme pour m'y remettre. Ouais. Je suis très à l'écoute de ces signaux-là Mais ce qu'on fait pas forcément quand on est salarié, tu vois, justement. non, Moi, ouais, je m'autorise pas à le faire. Alors, si tu vas aller 5 minutes sur Instagram ou un truc comme ça. ouais, Mais tu vois, aller prendre une demi-heure, 1 heure, genre à 3 heures de l'après-midi pour aller. Personnellement, des fois, je le sens où c'est too mm, much. mm, Mais je me dis, bah non, là, faut encore que j'avance, etc. Puis après, à telle heure, il y a ci, machin. mm. Et en fait, Ouais, c'est sûr que c'est moins facile quand on est salarié d'aller courir 1 heure, et encore que je pense qu'il y a des entreprises où c'est ce vers quoi j'espère qu'on va aller, mais qui seront, peu importe quand tu fais les choses, l'important c'est qu'elles soient faites en temps et en heure, tu vois. Et donc, parce que il y a un moment où ça sert à rien de s'acharner quand physiquement et mentalement on n'est plus dispo. C'est vraiment idiot de buter, tu sais, sans cesse sur un truc. Mais par contre, tu vois, si tu peux prendre une pause que de 10 minutes, ou voilà, bah, c'est peut-être aller faire des cartes pendant 10 minutes, ou faire un truc qui te fait plaisir, tu vois, qui fait redescendre toutes les hormones ouais, ouais. de stress et fait monter les hormones du bien-être. Ça peut être des choses vraiment simples, ou faire de la cohérence cardiaque, ou appeler une amie et partager qu'il y a telle chose qui t'embête, et tu vois, prendre du recul grâce à ça. C'est souvent des choses très simples en fait, mais qu'on s'autorise pas. Je crois que c'est surtout cette notion d'autorisation qui est importante, de se dire de quoi j'ai besoin là tout de suite et comment je me l'offre, comment je me le donne. Parce que je sais que derrière je serai plus efficace sur le reste, plus concentrée, tu vois, plus disponible. Oui, oui. Et puis, bon, c'est peut-être une chance qu'on soit. Alors, si c'est votre cas, si vous êtes en télétravail, c'est peut-être une chance finalement à cette période-là d'être en télétravail, parce que potentiellement entre deux réunions, on peut. Alors peut-être pas aller courir, ça demande un peu de temps, etc. Ouais. Mais effectivement, j'aime bien l'idée de l'appli là sur la cohérence cardiaque, ou une petite méditation si c'est votre truc. Et là, c'est pareil. Je pense qu'il faut simplement tester pour vérifier. Exactement. Que ce soit finalement son truc ou pas. Exactement, je pense que moi j'aime beaucoup cette idée-là. On avait fait un live avec Siam sur l'expérimentation parce que c'est un sujet qui me parle beaucoup, parce que en fait, qu'est-ce qu'on risque à tester? Tu vois, au pire ça marche pas, au pire on n'accroche pas, et ben voilà. Mais on a testé, on a essayé. Et je crois qu'il y a vraiment, tu vois, on s'attend
On me demande souvent des tips, des machins, et en fait, j'ai envie de dire, il faut essayer des trucs, et parfois, c'est les choses les plus simples qui sont les plus efficaces. Il faut pas aller chercher des choses extraordinaires. C'est, qu'est-ce qui me fait du bien? Là, je peux prendre 10 minutes, qu'est-ce que je peux faire en 10 minutes? Et je le fais. Et ça ira mieux. Ouais, ouais. Moi, tu vois, j'ai toujours, comment dire, je suis de nature assez optimiste et assez optimiste aussi en termes de planning. Et je me dis toujours, tu Ouais. vois, c'est un peu comme tout à l'heure où avant qu'on lance l'enregistrement, je t'ai dit, bon allez, je peux, avant mon Mm. rendez-vous chez ma kiné, je peux jusqu'à 45, on peut parler jusqu'à 45. Et après, en fait, c'est un peu idiot parce que après, je vais me speeder et je vais me dire, ah, ça y est, je vais être en retard, etc. Mhm. Tu vois, et je veux tout faire rentrer Mm. dans les créneaux. Et tu vois, quand tu dis, si t'as 10 minutes là, qu'est-ce que tu peux faire? Moi, je suis plutôt en mode, alors attends, si j'ai 10 minutes, donc je peux répondre à semaine, nanana. Mm. Tu Ouais. vois, en fait, tu t'essayes de tout chronométrer ou de Ouais. tout maîtriser. C'est un peu comme à un moment donné, pendant que je faisais la vaisselle, tu vois, le cerveau ne débranche jamais et je me dis, ah oui, ah, tiens, là, Mm. je suis en train de, tu vois, genre, ou t'appelles quelqu'un, ou, enfin, tu vois, Ouais. toujours faire le maximum de choses en même temps, Ouais. sans être en ce qu'on pourrait appeler de la pleine conscience et justement Oui. de, tu vois, finalement, de tout faire en même temps, est-ce que c'est pas contre-productif? Alors, ouais, et c'est vachement intéressant ce que tu dis, mais quand je disais j'ai 10 minutes, qu'est-ce que je peux faire, c'était plus pour répondre à ta question sur le stress, tu vois, et de Et oui, dire oui, qu'est-ce que je peux exactement. faire pour me calmer. Et effectivement, en fait, là, je suis en train de lire un bouquin qui est trop génial, qui s'appelle, attends, je vais te dire le titre parce qu'il est vraiment bien. C'était Marie-Robert qui l'avait conseillé. Mhm. Ça s'appelle Le cerveau funambule. Comprendre et apprivoiser son attention grâce aux neurosciences. C'est de Jean-Philippe Lachaud, Lachaux, chez Odile Ok. Jacob. Et c'est génial ce bouquin parce que tu sais, on a cette obsession du multitasking Mm. et de vouloir rentrer au chausse-pied tout dans la Ouais, c'est journée. exactement ça, ouais. Et on s'épuise en fait à ça. Donc déjà, il y a toujours cette idée de priorisation et de regarder ce qui est vraiment, vraiment essentiel et ce qui l'est pas. Et moi, je suis comme toi, il faut que je fasse un effort conscient pour me dire, en fait, ça, ma cocotte, c'est pas urgent aujourd'hui, tu le feras plus tard, c'est vraiment pas grave. Donc tu te l'enlèves. Donc il y a ce côté-là, mais il y a le côté aussi bien connaître le fonctionnement de son cerveau et pouvoir mettre en place des parades par rapport à ça. Mm. Euh, et donc notamment sur le fait d'avoir l'esprit qui se balade, qui pense à t'es en train de faire la vaisselle ou t'es en train de faire les devoirs avec tes enfants et t'es en train de penser à ton dossier du boulot ou voilà. Mm. Il y a des choses à mettre en place en fait pour arriver à, et encore une fois pas dans une logique de performance. Enfin, tu vois, c'est toujours le risque de tomber dans une injonction de plus, de il faut être Mm. concentré sur son enfant. C'est pas ça, c'est parce qu'on se rend compte que ça crée une forme de souffrance aussi, tu vois, où on a Mm. l'impression d'être jamais vraiment là où on est en train, là où on est, ou jamais vraiment complètement dans ce qu'on fait. Donc il y a il y a des choses pour entraîner le cerveau à être plus présent. Et on se rend compte que ça aussi, ça joue vachement sur la sensation de bien-être et la réduction du stress, parce qu'on est là où on est. On Mm. n'a pas le cerveau qui se balade. Et la méditation aide beaucoup à ça aussi. La méditation, c'est ça, hein, c'est l'entraînement à être présent, dans le moment présent, et à être Mm. vraiment là. Et Bon, donc donc ça s'entraîne. Comment? voilà, et au-delà, j'allais dire au-delà du fait que ce soit à la mode, le yoga, la méditation, Exactement. etc., il faut simplement vérifier, enfin pas y aller avec nos clichés en disant non mais bon ça Ouais. Oui. c'est pas pour moi, etc. Ouais. Et juste essayer pendant Ouais. quelques jours et voir si ça nous convient ou pas, hein, parce que potentiellement Exactement. ça peut. Ouais. Et Exactement. Ouais, non, juste une parenthèse, mais j'ai toujours l'impression de faire la Gwyneth Paltrow là quand je dis quand je dis que la méditation c'est génial, mais c'est vraiment, enfin c'est exactement ça. C'est pas juste un effet de mode, c'est pas un hasard en fait si ça parle à autant de personnes. Et tu vois là, j'ai mon mari vient de s'y mettre. C'était vraiment la dernière personne que j'aurais imaginé arriver à convaincre. Et maintenant c'est lui qui m'explique, il me dit non mais là tu devrais faire de la méditation. Et j'adore parce que oui, parce que ça aide sur beaucoup de choses en fait. ouais. Et alors, peut-être pour conclure, alors c'est pas un Mhm. super sujet pour conclure, mais comme je vois le temps passer, Ouais. je me dis, il y a un sujet aussi au niveau de la souffrance au travail, du mal-être au travail. Mhm. Euh, Est-ce que tu as un conseil ou des réflexions par rapport à ça? Ou, tu vois, des gens qui vraiment se disent tous les jours, qui vont au travail en étant pas heureux, pas satisfaits, qu'est-ce qu'on leur dit? Waouh. C'est Bah, compliqué. ouais, c'est un vaste sujet et je trouve ça compliqué de donner
Hum, Des conseils, il y a des choses peut-être des questions à se poser plus que des conseils. hum, Identifier d'où vient le problème, tu vois, pour essayer de comprendre est-ce que c'est une ambiance de travail, est-ce que c'est une relation avec quelqu'un en particulier, est-ce que c'est parce que finalement on a envie d'un changement de carrière parce qu'on se rend compte que ce qu'on fait c'est pas ce qu'on aurait envie de faire. Il y a plein de facteurs possibles, mais arriver à bien mettre le doigt dessus parce que derrière ça déclenche des actions un peu différentes, tu vois. hum, Euh, si on est dans une situation extrême tu vois, de souffrance liée à du harcèlement ou à des hum, problématiques, il y a plein de ressources aujourd'hui qui existent. Je sais que tu vois, je pense à une fille comme Élise Fabing qui est avocate en droit du travail et qui fait un travail incroyable de sensibilisation aux droits des salariés. Donc, tu vois, de se tourner vers des associations ou de l'aide juridique ou comme ça. Après, si c'est des relations compliquées, il y a toujours des discussions à avoir. Tu vois, toujours commencer par là, je pense, avoir des discussions avec soit la personne directement, soit ses RH ou son hum. manager et se faire aider de ce côté-là. Je crois que la pire erreur, ce serait de rester seul dans son coin avec sa souffrance parce que c'est pas normal d'aller au travail en pleurs ou avec la boule au ventre et tout. Faut Hum. déjà accepter l'idée que c'est pas normal, que c'est pas obligé de ça et Et j'en que c'est parle en pas connaissance de cause. De quoi? ouais, excuse-moi, c'est pas soi le problème en fait. Le Oui, problème, il est nécessairement, enfin, il est au moins partagé, voire sur les épaules de la personne en question, quoi. ouais, mais aussi se dire qu'on a le droit d'aspirer à une vie de travail qui soit, tu sais, on parle Saine. saine, exactement. J'allais dire épanouissante, mais en fait, sans non plus tomber dans le truc de il faut se réaliser, sa Mm. mission de vie, machin. On n'est pas dans ça, mais effectivement saine, ne serait-ce que saine, tu vois, où on soit pas en souffrance. Où, la souffrance, c'est une alerte en soi, et on en parle d'ailleurs dans l'épisode avec Fanny qui va paraître la semaine prochaine. Mais on parle de ça on est beaucoup, je pense, à avoir été éduqués dans cette idée que, au travail, c'est normal d'en baver un peu, que la hiérarchie c'est la hiérarchie et que donc il y a des choses qu'on doit prendre sur soi, ravaler, tout ça. Et en fait non. Enfin, quand on sent que ça va pas, on a raison, il faut se faire confiance. Et après, si c'est une situation plus tu vois, de décalage entre ces aspirations profondes et ce qu'on est en train de faire, pareil, là, il y a plein d'accompagnements qui existent pour aider à s'interroger. Là encore, je crois beaucoup qu'il y a des choses qu'on peut pas faire seul Mm. parce qu'on n'a pas toujours le recul et la confrontation positive à la vie des autres, au point de vue des autres et tout est précieux. Et moi, je sais que j'avais fait un programme qui s'appelait Switch Collective et qui est devenu depuis finançable par CPF. Donc c'est génial parce qu'on peut voilà, c'est parce que ça a toujours un coût et il faut en avoir conscience et c'est pas forcément accessible à tout le monde. Mais voilà, Switch Collective qui est un programme qui permet d'apprendre à switcher dans sa carrière, qui est hyper bien construit. Il y a des coachs aussi, si on peut se le permettre. Moi, je ne peux que conseiller Alexia, qui est ma coach aussi, mais euh, qui est quelqu'un qui accompagne les carrières, enfin les reconversions de carrière, qui a écrit un livre là-dessus, que j'avais interviewé dans le podcast aussi, Mm. qui est une fille formidable. Mais en tous les cas, je crois que quelle que soit la problématique, parce qu'elles peuvent être très très variées, se tourner vers les autres et chercher de l'aide et pas essayer de le résoudre seul dans son coin, pas accepter la souffrance comme étant normale et quelque chose qu'on doit ravaler et vivre avec. Après, il faut être réaliste et ancré dans la période aussi où c'est pas si facile non plus de quitter. Enfin, il s'agit pas de quitter son job et de dire allez, je fais autre chose forcément, mais Mm. en tout cas pas se dire je prends sur moi et j'avance et tout. La souffrance c'est jamais enfin, c'est jamais un indicateur de quelque chose de normal. S'il y a une Mm. souffrance, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, il faut en tenir compte, quoi. Ouais. Bon. C'est pas ultra positif pour, pour terminer là-dessus. Mais en tout cas, c'est quand même un message d'espoir, c'est qu'on n'est pas seul. Et que Mhm. si on veut trouver un meilleur équilibre dans sa vie, être, oui, effectivement, une relation saine par rapport au travail, Mm. parce que voilà, tes explorations, c'est vraiment dans le domaine du travail et arriver à tout conjuguer. Mais bon, Mm. ça marche aussi pour les autres aspects de sa vie, quoi. Finalement, Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. c'est la balance au global. Mm.
Bon, bah super. Bah écoute, merci beaucoup Sandra pour ce temps d'échange. On te retrouve évidemment sur ton podcast. Et puis peut-être qu'un jour, on pourra faire d'autres choses avec toi, peut-être des ateliers, des conférences, des Ouais, choses avec comme plaisir. ça. Ouais. Hein, ça serait cool de pouvoir poursuivre l'expérience du podcast avec d'autres facettes que enfin, avec des nouveaux projets que tu vas monter dans les mois prochains. Ouais, oui, 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 super. Merci beaucoup, Mélanie, pour ton invitation et tes questions. Elles sont toujours très pertinentes et intéressantes. Merci beaucoup. C'est gentil. Eh ben écoute, merci mille fois Sandra. Et puis donc voilà, les équilibristes podcast que je vous recommande chaudement. Un épisode tous les 15 jours, le Oui, mercredi. c'est ça. Super. Merci beaucoup Merci Sandra. beaucoup. Merci, Mélanie. Me revoici. J'espère que les conseils et les mots de Sandra ont résonné en vous et je vous invite à découvrir le podcast Les Équilibristes si vous ne l'écoutez pas encore. Il est dispo sur toutes les plateformes de podcast et vous pouvez également suivre Sandra sur Instagram sur le compte Les Équilibristes Podcast. D'ailleurs, vous pourrez écouter l'épisode 31 chez Sandra où je l'interviewe pour son propre podcast qui a été diffusé l'été dernier. C'est un moment bien sympa. Et pour rejoindre les coulisses de mon propre podcast, ça se passe aussi sur Instagram, sur le compte Podcast Fait Main. Mais si Instagram c'est pas votre truc, vous pouvez aussi me laisser votre adresse email sur mon site podcastfaitmain.fr et vous recevrez un email à chaque nouvel épisode. Et promis, votre adresse ne sort pas de chez moi. Si l'épisode vous a plu, pensez à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, et cela aidera grandement le podcast à être visible sur la plateforme. Allez, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. D'ici là, évidemment, prenez le temps de créer, ça fait tellement de bien. À bientôt!